Il a dit, vous devez être des femmes tout-terrain. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un peu de tout, mais aussi beaucoup de conditions mentales. C'est vrai que la force mentale, c'est vraiment pour nous, c'est la compétence la plus importante à avoir. Si on est forte mentalement, on peut être capable de n'importe quoi physiquement. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Bonjour Jessica, bonjour Annika Horn. Sur cette pièce, on est très contente de pouvoir vous recevoir et de parler et d'échanger avec vous. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir parler de votre parcours de femme, de jeune femme, d'adolescence aussi, d'enfance. Le fait d'être fille d'un papa très célèbre, explorateur, avec un métier aussi fascinant que dangereux. On a vraiment envie de savoir un petit peu quelles sont les coulisses de cette vie-là, que tout le monde n'a pas la chance ou peut-être aussi la difficulté de connaître, parce qu'il y a derrière toutes ces expéditions, il y a certainement un lot de stress, d'angoisse, et puis une vie un peu différente peut-être des copines que vous avez eues. Donc voilà, donc moi j'aimerais vraiment en fait qu'on revienne sur le tout début, la genèse. On revient en arrière, il y a 27 ans. Et voilà, je voudrais savoir vraiment comment c'était, vous étiez comment enfant? Super, merci beaucoup Violaine. On est très heureuse d'être avec vous et de parler de notre petit parcours aujourd'hui. Alors, notre jeunesse, nous on adore l'aventure, on adore voyager, donc c'est avec grand plaisir qu'on fait un petit voyage dans le temps et qu'on repart il y a 26 et 27 ans, nos âges respectifs aujourd'hui. On se trouve dans un petit village dans les Alpes suisses, un village qui s'appelle Châteaudet, connu pour ses montgolfières. Et c'est là où notre maman, une belle néo-zélandaise, rencontre un beau Sud-Africain, notre papa. Ils tombent amoureux lors d'un voyage. Ils n'étaient même pas sur le même voyage. Ils se sont rencontrés dans ce petit village. Et c'est là où, peu après, deux petites filles sont arrivées et ils ont décidé de s'y installer. Donc, Jessica et moi avons grandi avec un background très international au vu de nos deux nationalités, sud-africaine et néo-zélandaise, dans une famille anglophone, mais dans un pays et un village très petit, peu peuplé, avec beaucoup d'enfants de la nature, des bons Suisses, des enfants de la montagne. Et donc, c'est tout de suite là où on a développé cette proximité à la nature, au sport et aux animaux, enfin toutes les choses un peu liées à l'environnement. Et vite, on a grandi dans une petite bulle qui était très atypique des autres familles qui nous entouraient. On avait un papa qui partait à l'aventure, faire des choses totalement risquées, et on ne comprenait pas tout à fait pourquoi on était les seuls à avoir un papa comme ça. Et donc, au fur et à mesure, grâce à une maman très courageuse et investie dans la vie de ses deux filles, on a appris que notre papa n'était pas comme les autres et que des fois, il partait pendant très longtemps et qu'on allait vivre une vie sans doute un peu hors du commun. Alors notre mère, lorsque notre père était en voyage, elle faisait en sorte qu'on le suive. On avait une carte, une map du monde qui était accrochée à un mur et on suivait notre père en fait autour du monde pendant sa première expédition lors de Latitude Zéro. On était encore très petite, on avait 5 et 6 ans. Et on le suivait un peu partout à chaque étape de son expédition. Et des fois, après tous les 6 voire 7 mois, on allait le rejoindre dans un coin du monde, sur la ligne de l'équateur. Et je pense que c'est pendant ces voyages, on retrouvait ce personnage cette personne qui avait changé. Après 6 mois, il avait de la barbe, et il était beaucoup plus fin, qu'à chaque fois, on devait nous réexpliquer ce qu'il était en train de faire et pourquoi il changeait et qui était cet homme en fait. Et notre mère faisait un très bon boulot de nous montrer,
d'être totalement transparente avec nous et de partager vraiment tout ce qui se passait. Et en même temps, en essayant de faire en sorte qu'on garde une vie totalement normale, qu'on aille à l'école, qu'on soit social. Donc, c'était un peu un monde où on a eu l'impression de faire partie d'une société sans faire vraiment trop partie de la communauté dans laquelle on vivait. Mais pour nous, c'était totalement normal. C'était ce qu'on considérait normal, de repartir en voyage tous les 6 mois pour aller retrouver notre père au bout du monde. Mais d'après nos amis, c'était pas normal. Ils nous faisaient remarquer que notre papa, il rentrait pas tous les jours après sa journée de travail. Et c'est vrai qu'on s'est très vite, enfin, on est toujours collés l'une à l'autre parce que seule Annika peut comprendre la vie que je menais et inversement. Donc voilà, on faisait nos petits parcours de vie en Suisse, à la montagne, dans notre petite bulle. Et petit à petit, on a grandi. Et on a déménagé à Lausanne où on est basé maintenant pour poursuivre un peu nos études secondaires. Après quoi, on est parti à l'université dans le domaine de la communication, moi à Paris et Jess à Boston aux États-Unis. Et à la suite de cela, malheureusement, on a perdu notre maman d'un cancer du sein qui était récurrent. C'était revenu sur une période de 7 ans. Je pense que ça partait, ça revenait. Donc, c'était aussi un obstacle dans notre vie qui nous a suivis pendant un bon bout de chemin, mais qui nous a vraiment rendu plus fortes. Mais malheureusement, elle a pris la vie de notre maman quand on avait 19 et 20 ans, 21 ans. Et à la suite de ça, on a fini nos études et puis on a décidé de prendre le relais et de faire ce qu'elle faisait pour notre papa, c'est-à-dire le gérer, faire toute la logistique, la communication, l'organisation de ses expéditions, la relation avec ses sponsors, tout, la presse, les réseaux sociaux. Et donc voilà, 6 ans plus tard, on est toujours là, au bureau, pendant que lui, il est à l'aventure. Bon, des fois, on a la chance de partir avec lui. Mais aujourd'hui, activement, on travaille avec et pour lui, pour l'organisation de ses expéditions et de continuer à partager ses messages et sa philosophie avec le monde. Et est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu cette épreuve de vie par rapport à votre maman, si elle était toujours là, vous auriez fait ce choix de vous occuper de la communication de votre papa, des sponsors parce que vous avez fait le choix d'aller dans des études de communication, c'est déjà que vous aviez déjà la petite idée en tête de pouvoir soutenir votre papa sur cette tâche-là? Ou est-ce que c'était quelque chose qui, de toute façon, était devenu une évidence? Quand votre maman est partie, vous êtes dit, il faut absolument soutenir notre père dans cette épreuve. Et comme il n'arrivera jamais à faire tout ça tout seul, il faut qu'on se soude. Et ça a encore plus soudé la famille autour de ce trio fabuleux. Personnellement, moi, je n'avais pas l'intention de faire ça. Je suis partie dans la communication, pas dans le but de travailler avec ou pour mon père à un certain moment donné. Je pense qu'on a très vite réalisé le rôle et l'importance de la communication dans tout ce qu'il faisait. C'est grâce à la visibilité qu'il donnait aux sponsors, à les conférences, qu'il arrivait à financer ses prochains projets. Donc, je pense qu'à travers ça, on a très vite réalisé que c'était vraiment indispensable à la réussite et à la réalisation de ses rêves. Donc, je pense que c'est dans ce but-là qu'on est parti dans la communication. Aussi peut-être parce que j'ai voulu faire comme ma grande sœur. Elle m'a copiée, en fait, voilà. mais c'est là où je pense qu'on a réalisé pourquoi c'était important pour nous. Et aussi, on n'a jamais été obligé ou forcé à travailler dans l'entreprise familiale, comme on dit, entre guillemets. C'était vraiment un choix qui s'est fait naturellement. Donc, je ne pense pas que j'aurais travaillé avec mon père si notre mère était encore là, en toute honnêteté. Ouais. Non, mais c'est ça que je voulais savoir si ça s'était imposé du coup un peu, ou accéléré un peu plus parce que justement votre maman elle était partie. Ouais, je pense que c'était une façon pour nous de garder notre rythme de vie malgré le fait qu'elle soit plus là, en prenant le relais et en travaillant avec notre papa.
comme elle l'avait fait. Et c'était une manière de la garder plus proche de nous et de rester dans cette petite bulle familiale hyper forte et de pouvoir continuer à vivre de l'aventure. Donc, c'est vrai que, comme Jess, elle dit, si elle était encore là, les choses auraient été très, très différentes. Mais quand elle est partie, en fait, ça s'est fait tellement organiquement, le fait qu'on reprenne sa position et qu'on fasse ça en son nom pour continuer à réaliser des rêves que notre maman et notre papa avaient rêvé ensemble et voulaient réaliser. Donc, nous, on était en train de faire nos études, donc on n'était pas forcément très, très impliqués. Et donc voilà, c'est en prenant ce relais qu'on s'est dit qu'on allait continuer à réaliser leurs rêves communs. Finalement, est-ce que leur rêve commun devient aussi votre rêve à vous? C'est-à-dire que vous prenez aussi beaucoup de plaisir avec les expéditions de votre papa. Est-ce que à l'avenir, vous voulez les faire à 3 et pas uniquement vous en feedback? Être tout le temps à faire tout ensemble jusqu'à... Parce que votre papa, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas prêt du tout à s'arrêter. Voilà. Non, non, bah absolument. Je veux Oui. dire on a réussi à trouver à créer un écosystème où on a chacun trouvé notre place et où on est vraiment en train de mettre nos qualités individuelles en avant pour ce rêve qui est devenu ce rêve commun. Donc, on n'aime pas dire qu'on travaille pour notre père parce que c'est pas vraiment le cas. Au final, on travaille avec lui. C'est des idées qui se créent ensemble. Dès qu'il a une idée, il vient vers nous et là, oh, j'aimerais faire ça. Et c'est là qu'on met en place l'organisation et le plan d'action et comment on va réaliser ce rêve. Et une fois qu'on est sur le bateau, les trois ensemble, et on est là, c'est génial. C'est fantastique. On travaille tous les trois séparément, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, en cohésion, ensemble, c'est super. Et d'ailleurs, en termes d'appui, il y en a donc, c'est Annika, je crois, qui est plus axée sur la communication. L'aspect écrit, un peu comme community manager, et j'imagine aussi les photos. Les photos, c'est toi qui les fais? Pas toutes, mais certaines. C'est vrai qu'au début, dans les aventures de Mike, quand on n'avait pas forcément les budgets pour des photographes, moi, je le suivais avec ma petite caméra en amatrice parce que je suis passionnée de photographie et d'écriture. Et je me suis vraiment, les deux, vu qu'on est nés dans cette famille avec ce rôle de papa vraiment modèle, qu'on s'est imprégné de son identité, mais de sa philosophie de vie. Et elle est devenue la nôtre aujourd'hui. Donc, c'est vrai que on partage le même discours, la même façon de voir, cette positivité, cette discipline dans tout ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai pris plus le côté un peu créatif de l'entreprise où je fais la photo, les réseaux sociaux, gérer le contenu et le message, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dans les scripts et les vidéos, etc. Et alors que Jess, qui a hérité plus de l'intellect de notre mère, et de son organisation, elle gère le côté administratif, relations contractuelles avec nos sponsors. Elle nous trouve les budgets pour que Mike, et Paps et moi, on puisse les dépenser, en fait. C'est comme ça que j'aime mettre les choses. D'accord. Il y en a une qui cherche les sous et l'autre qui les dépense. Ça marche aussi dans les couples amoureux. Il y a toujours un qui est plus panier versé que l'autre, non? Vous ne fonctionnez qu'à 3. Tu parlais tout à l'heure des photographes professionnels. Des fois, vous en avez sur certaines expéditions, mais en général, c'est vous. Tout votre feed Instagram, c'est vous qui les créez uniquement, les photos? Ah oui, donc... Oui, absolument. Bon, alors, du coup, depuis qu'on a grandi un peu notre petite entreprise, puis on a vraiment focalisé sur l'importance de la communication digitale, de s'adresser à une nouvelle génération, en fait, parce que notre papa, il a 55 ans cette année, il devient gentiment vieux, et puis c'est vrai que leur méthode de communication était toujours un peu old school, disons, à l'époque. Et puis Jess et moi qui avons étudié la communication, on est rentrés de l'université avec des valises de connaissances, et puis on voulait juste les mettre en pratique. Et donc c'est là où on a décidé d'imposer un peu à notre papa de nous laisser faire et puis de nous faire confiance. Et c'est là où on lui a dit, on va se lancer dans la télévision. Il faut que tu fasses des castings pour M6. Il faut qu'on crée une chaîne YouTube. Il faut qu'on focus sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment en mettant notre petite patte qu'on a réussi à développer une nouvelle génération, une nouvelle audience en fait,
une audience qui n'arrête pas de croître. Et ça, c'est vraiment notre rôle et je pense notre fierté aujourd'hui. C'est la chose que Jessica et moi, on a apporté, c'est cette pouvoir toucher cette nouvelle Le audience monde au de travers l'exploration notre qui pouvait expertise être, en communication. bien sûr, en fait, rajeunir un peu à l'époque, Géo, il y avait le côté un peu, c'était une niche des gens qui s'intéressaient à la planète. C'était, voilà. Après, c'est vrai qu'on a voulu beaucoup coller une étiquette d'écologiste à votre papa. Le message, c'était surtout de montrer la beauté, la diversité du monde, de montrer la planète, mais pas dans un discours militant. C'est bien ça? Voilà. Exact. Il veut juste servir de témoin de ce qu'il voit. Vraiment, genre, il veut partager ses observations du monde, enfin, son playground, Son terrain de jeu. son terrain de jeu, en Mhm. fait. Et partager ça sans dire aux gens et les pointer du doigt en leur disant, toi, tu dois changer ta manière de vivre. Mm. C'est pas son but. Lui, il a sa manière de vivre. Mhm. Il est là, ok, ça c'est mes observations. Vous les prenez et vous en faites ce que vous voulez. Si Mhm. ça vous pousse à changer vos habitudes, tant mieux. Mais après, je suis pas là derrière à vous Oui. forcer à faire les choses. Voilà. Chacun est libre de vivre sa vie comme il le souhaite. Et son message principal, c'est vraiment vivre sa vie pleinement, sortir de sa zone de confort, se lancer dans l'inconnu dans le but de croître et de devenir un être humain un peu plus confiant et qui pousse envers ses rêves. Et dans le but aussi de vraiment, en étant dehors et en voyant les beaux paysages, d'inciter cette envie de la préserver, en fait. Que ça vienne naturellement à l'intérieur de chacun d'entre nous, sans que ce soit les autres qui leur donnent leur point de vue. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est à travers ces belles photos, si ça peut déclencher certaines vocations, ou en tout cas de faire attention à notre planète, c'est déjà super sans avoir besoin de griller ou d'imposer ses choix. Lui, c'était ses rêves. Est-ce que votre papa, vous l'aidez à suivre, je sais pas moi, un régime alimentaire spécial, du sport à outrance? Ah, vous rigolez, donc je sens qu'il y a raclette fondue. Non, il n'y a aucune discipline quand ça en vient à la nutrition et à l'entraînement. Notre papa, c'est un bon vivant et c'est nous qui l'imposons un peu un régime sain des fois quand on se ramène chez lui avec une petite salade et puis il dit non, moi je mange que de la viande et du fromage. Bah voilà, c'est quelqu'un qui se prive de rien en fait, qui veut constamment il veut être heureux et satisfait avec ce qu'il fait. Donc, il ne va jamais s'imposer des régimes ou un plan d'entraînement strict. Quand il veut s'entraîner, il s'entraîne. Ça pourrait être genre 3 heures du mat, il pourrait partir. Donc, il ne suit pas une routine d'entraînement ou un régime particulier. Mais c'est juste je ne sais pas, sa force, c'est mental. Et c'est avec cette force mentale qu'il parvient en fait à être dans une telle condition physique qu'il peut surmonter n'importe quel obstacle. Ah oui, donc le pouvoir du cerveau est incroyable. Oui, tout avec modération. Ça, Sans excès. Faut pas abuser des bonnes choses. Tout avec modération. Bah après, vous êtes dans un pays où c'est difficile de faire un régime sans fromage. Ça serait. J'aime bien son chocolat aussi. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il vit un peu n'importe où et qu'il vit chez vous de temps en temps entre deux expéditions ou c'est un mythe ça? Il a son chez lui en Lausanne? Non, c'est vrai. Quand il est parti, il a commencé son expédition pôle to pôle en 2016 et c'était le tour du monde en suivant, en passant par les deux pôles. Donc, il a commencé par le pôle sud en 2017 Exact. et il a fini avec le pôle nord en 2019. Et pendant ce temps-là, bah, nous, on a décidé de mettre notre appartement familial à louer. Vu que notre papa n'était pas à la maison, on n'avait pas besoin d'un appartement aussi grand. Donc, s'il lui arrivait de rentrer entre-temps, il devait dormir sur notre canapé. Voilà. Mais il préférait le canapé que le lit. On lui laissait le choix, mais il dort très peu. Il aime l'inconfort. Il aime l'inconfort, voilà. Donc, ouais, c'est pas du tout un mythe, Violaine. Il a dormi sur notre canapé beaucoup, beaucoup trop de fois. mais voilà, ça va avec qui il est. C'est quelqu'un il dit la maison, c'est là où je suis, où je me sens bien et avec ma famille. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette attirance ou cette attirance ou cette nécessité pour le bien matériel ou même d'avoir un endroit, un chez-soi
confortable. On pourrait être sous une tente et puis on serait les hornes les plus heureux du monde. Donc, C'est bien d'être matérialiste et de ne pas vouloir sans cesse toujours plus de confort, pour toujours plus d'objets. Parce que visiblement, le bonheur, il ne se trouve pas là pour vous, en tout cas. Vous le trouvez ailleurs dans les expéditions, les projets. Quelles sont les prochaines expéditions là, que vous préparez malgré l'épidémie? Alors là, on a réalisé que la meilleure manière de s'échapper tout en respectant les restrictions et la distance sociale, c'est d'aller sur son bateau. Donc, son bateau est actuellement à Brest, donc on va sûrement partir en Amérique du Sud à la fin de l'année et naviguer un peu autour de l'Amazonie, et il aimerait bien aller en Patagonie. Et aussi, il aimerait bien retourner au Pakistan pour la 4e fois. Il aimerait tenter le sommet du K2, mais peut-être avant ça, on va grimper à un 6000 pour la première fois avec lui. Il veut nous initier à la haute montagne. Voilà. En fait, non, c'est pas lui qui veut le faire. Nous, on lui a demandé de nous initier à la haute montagne. Des fois, on en a marre d'être au bureau tout le temps et de faire sa communication depuis la Suisse. On lui dit, prends-nous avec et puis initie-nous à ça. C'est vrai qu'on a cette force mentale et physique qu'on a hérité de lui et de notre maman. Et voilà, il faut qu'on le mette à usage de temps en temps. Bien sûr. J'ai vu que vous faisiez de l'escalade. Vous faites ça, vous faites également de la course, j'ai cru, de la course, de la marche, de la randonnée. Annika est une très grande coureuse de trail, très très douée dans ça. J'adore, c'est ma passion. C'est la meilleure façon pour moi de vivre la nature et de se dépenser et de respirer de l'air frais. Donc pour moi, c'est une vraie passion. Voilà, et moi je suis une très grande cheerleader. Je suis là pour l'encourager, la ravitailler quand il faut, lui porter ses affaires, courir avec elle les derniers kilomètres. Voilà. Donc, voilà. Grande sportive. Mais sinon, dans la famille, on a toujours touché à tous les sports. Notre père, il nous a toujours dit j'ai pas envie que vous deveniez experte dans un domaine. Donc, on a toujours fait de tout, du ski de fond, du patinage artistique, du hockey. Enfin, vraiment, on a touché à tous les sports parce que justement, il ne voulait pas qu'on soit spécialiste dans un sport en particulier. Il a dit, vous devez être des femmes tout-terrain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un peu de tout, mais aussi beaucoup de conditions mentales. C'est vrai que la force mentale, c'est vraiment pour nous, c'est la compétence la plus importante à avoir. Si on est forte mentalement, on peut être capable de n'importe quoi physiquement. Alors là, moi, vous m'impressionnez parce que typiquement, quand voilà, moi, j'en pouvais plus en fin de course, qu'est-ce que vous dites pour garder cette force mentale? C'est quoi votre mantra pour garder toujours ce positivisme et se dire, allez, on y va, on continue? Comment vous faites? C'est quoi votre truc? C'est une bonne question, Violaine. On a fait pas mal d'expéditions déjà avec notre papa dans des conditions assez extrêmes, notamment genre une petite expédition au pôle Nord quand on avait 14 et 13 ans. On a traversé des îles au Canada, le camp de base du K2, traversé des océans. Et en fait, je vais dire, mais ma force, je crois que c'est ma sœur. C'est trop drôle parce qu'à chaque fois, en fait, on fait nos expéditions et nos aventures ensemble et on est toujours collés l'une à l'autre. Et je sais pas, je crois qu'on parvient à se déconnecter de la difficulté physique en étant ensemble et en se parlant. Et souvent, en fait, on parle entre nous puis on se dit « Ah, toi, tu vas manger quoi quand tu rentres? Tu vas porter quelle tenue pour ta première sortie quand tu rentres ?» Et en fait, c'est cette légèreté de sœur et d'amour qui me pousse toujours à faire ce pas de plus et à garder la tête haute et aller de l'avant. Ouais, je partage ton avis là-dessus, ça doit être ça. On passe énormément de temps ensemble. On vivait ensemble, maintenant elle ne vit plus avec moi, mais sinon on était H24 ensemble. Et on a toujours quelque chose à se raconter. Et c'est pendant ces voyages qu'on est les plus inspirés et qu'on brainstorm plein d'idées. Et quand on rentre, on est tellement rempli d'énergie, on est ressourcé qu'on attaque sur les idées qu'on a discutées pendant notre voyage. Et c'est un peu un cercle vertueux. Voilà, c'est ça. Et vous avez du coup des chéris qui arrivent à rentrer là-dedans ou dans le cercle vertueux ou pas du tout? Oui, on a des petits chéris. Bon, c'était pas facile d'arriver à un stade où les chéris rentrent dans la petite bulle des hornes. Mais
Mais voilà, on prend notre place avec confiance aujourd'hui et c'est du haut de mes 27 ans que je peux dire avec grande fierté que genre j'ai un chéri. Euh, et, euh, et souvent, on me pose la question, alors il a rencontré le papa, c'était pas genre le test ultime. Et en fait, oui, c'est toujours le test. Le pauvre, je le plains des fois, il doit vraiment se mettre à l'épreuve pour essayer d'impressionner mon papa, alors que genre vraiment, il pourrait être n'importe qui et faire n'importe quoi. Je l'aimerais autant. Mais c'est vrai qu'on rigole souvent. Il y a plein de blagues associées au chéri des filles Horn. On s'imagine, ça doit être assez dur de trouver leur place dans le petit clan Horn et de se dire, bon, après, on ne sera jamais aussi fort que Papa Horn. Enfin, pas comme vous appelez. On laisse penser qu'il sera le seul homme de notre vie Oui, il a à toujours tout dit, jamais. vous n'avez pas besoin de copains. Moi, je suis le seul homme de votre vie. Il faut vivre l'aventure, le voyage, la nature. Et puis, vous n'avez pas besoin de chéri. Mais bon, si on peut faire un peu de tout, pourquoi pas? Monsieur Horn est assez protecteur avec ses filles, alors. Très, on dirait pas, mais il est très papa poule quand même. Mhm. C'est marrant parce que maintenant il est beaucoup plus présent avec le confinement et tout ça. Et il aime bien juste venir au bureau pour nous rendre visite. Ou c'est marrant parce qu'il nous invite chez lui pour dîner. Et c'est des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est bizarre le dimanche soir. Enfin, c'est traditionnel pour tout le monde de manger Oui. avec sa famille ou voilà. Mais nous, ça n'a jamais été une chose qu'on faisait, en fait. Donc, C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses et c'est assez marrant. On trouve ça bizarre, mais c'est génial. Enfin, c'est très cool, ça change. on a un papa avec 20 ans de retard. En fait, il était souvent très absent pendant notre enfance, mais ça n'a jamais été un problème pour nous, parce qu'on a toujours favorisé la qualité par-dessus la quantité. Mais aujourd'hui, à 27 et 26 ans, on a l'impression d'avoir un papa qui nous fait à manger ou qui essaye de faire à manger. Enfin, c'est des steaks et du fromage, donc voilà. Qui nous invite chez lui, qui vient nous rendre visite, qui nous pose des questions sur nos vies. Voilà, oh là là, c'est qui cet étranger? Mais ça doit être une aventure pour lui aussi d'être un papa en fait et d'avoir 2 filles et puis d'être à l'écoute, de nous encourager, de nous faire confiance, de nous soutenir et je trouve qu'il se débrouille vraiment très très bien en ce moment. Donc, c'est comme si c'est lui qui nous soutenait maintenant, c'est marrant. On a pu s'inverser les rôles. Bah, c'est chouette. Est-ce qu'il cuisine mieux que sur un réchaud ou enfin, dans une vraie cuisine moderne ou c'est toujours pas ça? Non? Ouais, non, il sait faire des rochtis. C'est son seul plat, c'est les patates un peu effilées suisses. Et quand ça vient d'un paquet, hein, il a qu'à mettre le paquet dans la casserole et puis il le fait. Il rajoute un peu de bacon et un œuf et il est très content de son repas. Ouais. Donc, généralement, c'est nous qui y arrivons chez lui et qui le vont préparer à manger le dimanche soir. La magie culinaire de Mike Horn prend seulement place sur le réchaud ou dans le barbecue. Si vous deviez me citer des femmes qui osent pour vous, qui vous ont beaucoup inspiré dans votre vie, alors je crois entendre une petite voix, je pense que votre maman, elle va prendre une Absolument. Voilà. Ça sera votre maman, la femme qui ose et qui vous aura toujours servi de modèle ou vous en avez une autre en tête? C'est une très très bonne question. La mère de notre père était aussi une femme de caractère, mais une femme tellement forte et qui a pu, en fait, dans l'environnement qu'elle a créé pour ses enfants, éduquer un homme comme notre père et lui donner la liberté de penser et de voir plus grand. Et vraiment, ça, je respecte aussi énormément et j'admire. Elle avait juste une telle force. C'était une vraie Horn. Et je pense que notre père s'est aussi beaucoup inspiré d'elle. Et du coup, sont toujours à avoir le sourire comme notre mère, à écouter tout le monde, à donner du temps à tout le monde. Elle avait tellement d'amour à partager. Et oui, donc elle aussi, je la rajouterais sur c'est vrai. les femmes qui m'inspirent. Mais notre mère, elle était incroyable. C'est un exemple de vie, mais formidable, qu'on a eu la chance d'avoir pendant 20 ans. Et maintenant, on parle d'elle avec le sourire parce que c'est notre force. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, à pouvoir vivre de nos aventures et à vivre la vie qu'on rêve d'avoir. Donc, voilà. Et vous, là, vous vivez un rêve pour vous, malgré les épreuves de la vie qui ne vous ont pas épargné.
vous avez quand même le sentiment d'être privilégié, d'avoir une vie, la vie de rêve. Enfin, vous demandez pas plus que d'être du côté d'explorer encore la planète avec votre père, avec vos chéris. On laisse les chéris à la maison. Non, alors je dirais qu'est-ce qu'il dit? Notre papa, il dit on n'a qu'une vie et c'est la nôtre et il faut en faire ce qu'on veut en faire. Je dirais pas qu'on vit la vie de rêve parce que je veux souhaiter à tout le monde de vivre sa vie de rêve, la sienne. C'est pas notre parcours qui fait qu'elle est extraordinaire ou qu'elle est particulièrement meilleure que les autres. C'est la manière dont on s'inspire de nos expériences, qu'on grandit de nos expériences, qu'on vit de notre passion, qui fait qu'on vit une vie dont on est fier et qu'on veut continuer de vivre à fond. Et donc moi, j'ai envie d'encourager n'importe qui à vivre une vie qui l'épanouit, qui la rend heureux ou heureuse. Et n'importe qui peut le faire. Et je sais que c'est un peu plus difficile pour certaines personnes, ce sera plus simple pour d'autres, mais on en est tous capables. Tout est dans ce conditionnement mental, parfois aussi physique, l'apprentissage, le partage, l'amour, l'apprentissage, la résilience, la discipline. Tout le monde en est capable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne changerai pas ma vie. Je pense que Jess non plus, malgré les hauts et les bas. Et c'est vraiment ça qui nous fait être les deux femmes avec qui tu parles aujourd'hui, Violaine. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu parler avec vous parce que vous êtes emplis d'enthousiasme, de lumière. Vous êtes très positive et ça fait réfléchir déjà sur le fait qu'il ne faut pas toujours être dans le négatif malgré des temps un peu compliqués. Et ça permet de se dire, de prendre un grand bol d'air sans être sorti de chez moi. Donc, merci beaucoup pour tout ça parce que vous êtes vraiment des ornes. Merci à toi, Violaine. Merci. Très honorée de pouvoir te parler aujourd'hui. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.